Les 7 plus gros mensonges que tu vas entendre encore et encore et encore dans les gyms du jiu-jitsu de la part des coachs. Eh bien, j'en parle tout simplement dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Je commence par le premier mensonge qui est celui-ci que le jiu-jitsu brésilien représente le sport parfait pour ta self-défense et la confiance en toi. Mais ça, c'est un très gros mensonge. Gros mensonge. Alors oui, le jiu-jitsu brésilien va te donner, t'offrir des compétences sur le contrôle. Évidemment, c'est fascinant ce que ces compétences peuvent t'apporter. Évidemment. Mais le cadre sportif n'est pas déclinable à 100% sur un cadre criminel. Il faut bien faire le distinguo entre la violence conventionnelle établie de compétition et la violence criminelle. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans un système de défense qu'il ne faudrait pas juste se baser et présenter le jiu-jitsu brésilien comme étant l'argument premier dans la self-défense. C'est complètement faux. La confiance en soi, cela veut dire on est dans des comportements toujours constructifs. Mais quand tu vois des ceintures noires qui n'arrivent pas à communiquer, qui ne reconnaissent pas leur tort, des ceintures noires qui préféreront œuvrer de mauvaise foi, de calomnie, d'injures et se cacher, fuir la table des discussions et des négociations, eh bien, où est l'idée de la confiance en soi dans ces conditions-là? Évidemment, sur les tatamis, bagarrer, tout ça, rien ne les arrête, évidemment. Évidemment. Mais il n'y a pas qu'une histoire de tatami dans le quotidien. Il y a le quotidien aussi. Et c'est là que l'on peut voir les fruits d'une confiance en soi qui est gagnée dans le gym et qui se traduit dans le quotidien. Alors si elle n'est pas là chez les cadres, dans des comportements inopérants, alors j'en déduis que le jiu-jitsu brésilien ne donne pas cette confiance en soi, c'est un leurre. Le deuxième point, le deuxième mensonge, c'est celui-ci que le jiu-jitsu est un sport complet et parfait. Mais non, il n'y a rien qui soit parfait dans ce monde. Rien. Alors, pour le jiu-jitsu, John Danaher l'a dit, on a des grosses lacunes que sont les takedowns. On avait des lacunes dans les leglocks, mais ça commence à être réparé. Et on a une troisième lacune qui est le contrôle de la top position. Donc, le jiu-jitsu n'est pas parfait. Il n'est pas parfait et pour l'enrichir, on est obligé d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans le judo, dans le wrestling, dans ces disciplines adjacentes qui permettent d'enrichir la notion et les facultés de grappling. Le troisième point est que pour réussir en jiu-jitsu, il faut faire de la compétition. Ben non. Réussir, de toute façon, c'est quelque chose de subjectif. Réussir, ça veut dire quoi? Si on prend le domaine sportif, réussir veut dire quoi? Chacun aura un objectif particulier. Il y a une fondamentale, quelque chose d'irréductible qui est que le jiu-jitsu, de toute façon, de facto, implique de la compétition. Alors, l'idée c'est que la compétition n'est pas uniforme, elle est protéiforme. On a la compétition formelle dont tout le monde parle évidemment, qui se passe dans des tournois, etc. Et on a la compétition informelle qui est le fait de l'entraînement au quotidien avec les partenaires dans le gym ou encore en open mat, etc. Parce que le jiu-jitsu n'existe que par des tests de sparring, des confrontations à tout moment donné, montrant cet échange dans un esprit vivant, résistance physique, et qui définit donc cette idée de compétition. Oui, certains pourront caracoler en compétition officielle, d'autres ne pourront pas caracoler en compétition officielle. Il y a des gens qui sont très bons, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer en compétition officielle. Et il y a des gens qui ne sont pas
très bons et qui s'expriment mieux en compétition officielle. Donc, tout est relatif et puis il y a de la place pour tout le monde. Ne pas aller en compétition officielle ne signifie pas que tu ne sois pas capable d'exprimer du jiu-jitsu brésilien. C'est complètement faux. Et si la logique était si belle, c'est-à-dire qu'en allant en compétition, on devient tellement bon qu'on devient le meilleur au monde, eh bien on aurait plein de ceintures noires qui seraient tout le temps champions du monde. Mais le fait qu'ils ne le soient pas montre que même leur niveau à eux stagne à un moment donné. Ils n'arrivent pas à passer le palier, le cap de devenir champion du monde parce qu'ils n'ont pas ces capacités-là, ils ne sont pas à ce niveau-là. Donc, est-ce pour autant qu'il faille dire que ce sont des gens qui ne savent rien faire en jiu-jitsu brésilien? C'est pas possible de penser ça. Est-ce pour autant qu'il faille dire qu'ils sont inexistants dans le jiu-jitsu brésilien? Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a une question de relativité. Tout est relatif. La compétition, oui. La compétition, non. Alors le quatrième mensonge, celui-là il est presque outrancier, c'est que tu dois souffrir pendant 6 mois et après tout ira bien. La vérité c'est que c'est faux. La seule raison pour laquelle tu souffres, c'est que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est que ça ne t'est pas expliqué. La raison pour laquelle ça n'était pas expliqué, c'est parce que la priorité est mise sur des enseignements anciens, à savoir les attaques. Les attaques sont ce qui font l'attrait majeur du public. Les gens aiment ça. Ils aiment savoir qu'ils vont attaquer, qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Et ils s'ennuient profondément par l'idée de la défense. Si bien que cela se reflète au plus profond, au cœur de l'enseignement du jiu-jitsu en général. On va attribuer la part belle toujours à l'attaquant et le défenseur sera toujours considéré, en tout cas la plupart du temps, comme le stupide, celui qui embête, celui qui gêne, etc. Voilà pourquoi tu vas souffrir pendant 6 mois, parce que tu vas devoir échafauder par toi-même des mécanismes de défense. Le mensonge numéro 5, il est presque rigolo parce qu'on te dit alors il faut apprendre les bases. Oui, mais quelles bases? J'ai fait cette analyse d'observer un peu par cycle ce que le coach disait en début d'année, ce qu'il disait en milieu d'année, en fin d'année, et après ce qu'il redisait l'année suivante. Bien souvent, en début d'année, c'est le début, on va faire les bases, etc. En milieu d'année, maintenant ça commence à avancer, donc on va aller sur des choses avancées. Fin d'année, ah, mais attention, on est sur des choses avancées. Si vous voulez reprendre des bases, on reviendra l'année prochaine sur des bases. Et en fait, quand tu regardes le fond, c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais les bases. Il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques. Donc les bases, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es censé apprendre en tant que débutant? Eh bien, tu verras que la plupart du temps, ça sera dans une garde fermée, il faudra attaquer la clé de bras. Essayer d'attaquer un sweep ou des choses comme ça. Voilà les bases qui te seront toujours fournies dans les jiu-jitsu brésiliens. Et ce sont de très mauvaises bases. Très mauvaises bases. Ce sont des bases qui m'ont fait galérer, souffrir, être frustré pendant des années. Subir la moquerie, parce qu'elles sont ignobles, ces bases. Ignobles. Ignobles. Voilà. Le point numéro 6, c'est bras tendu, bras foutu. Bras tendu, bras foutu. Bras tendu, bras foutu. Alors on a des choses comme ça qui te disent, mais en fait, il faut jamais tendre les bras en jiu-jitsu brésilien. Non, parce que si tu tends le bras, il est foutu. Mais après, tu as juste une démarche. Tu regardes les compétitions. Regarde les compétitions, toutes les compétitions. Et dis-toi, tiens, j'ai une mission, je vais voir s'il n'y a jamais un bras tendu en compétition. Parce qu'ils peuvent raconter des choses. Mais aujourd'hui, tu as YouTube.
tu regardes des compétitions. Mais ne regarde pas n'importe quelle compétition. Prends les meilleurs. IBJJF World, ADCC, CJI. Regarde ce qui se fait au plus haut niveau et regarde par toi-même. Est-ce que personne ne tend jamais les bras en jiu-jitsu brésilien? Donc tu vois, c'est un dogme que tu peux vérifier par toi-même. Tu peux démanteler ce dogme par toi-même. Je n'ai pas besoin de te citer un exemple. Va sur YouTube, regarde si personne ne tend jamais les bras en jiu-jitsu brésilien. Pour continuer dans la même logique, ne tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos. Tu vas donner le dos. Mais enfin, ça fait déjà quelques années qu'on parle maintenant de back exposure. Tu exposes le dos. Tu l'exposes. Eh bien, pour ceux qui en doutent, on a aussi quand même le OT Overtime chez EBI. Tu as les tournois d'Eddie Bravo Invitational que tu peux regarder avec leurs célèbres règles Overtime où ils démarrent directement dans le dos. Mais où aussi il n'est pas dit que parce que tu es dans le dos, tu vas avoir gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé leur défense du dos. Ce qui nous ramène à la logique du back exposure. On expose le dos. Et si tu avais encore un doute, nous avons un athlète dans la littérature qui fait sacrée impression encore aujourd'hui, c'est Eduardo Telles. Va regarder le jeu d'Eduardo Telles sur le temps. Évidemment, son back exposure style l'a souvent mis en difficulté, il s'est souvent fait finaliser, mais regarde le nombre de fois où il s'en est sorti en exposant son dos. Donc, au lieu de dire tu tournes le dos, tu vas donner ton dos, parlons plutôt de back exposure. Et cela même sans mentionner l'idée tactique derrière, les directions qui sont très importantes. On doit pouvoir aller à droite comme à gauche à tout moment, sachant tout simplement mesurer les risques. Tout est une affaire de risque, mais les risques, on les prend, c'est le jeu. Mais c'est un jeu éduqué et non un jeu de charlatan. Ne tourne pas le dos, tu donnes ton dos. Alors ça, ce sont les gros mensonges que tu vas entendre souvent. Tu vas l'entendre encore aujourd'hui, demain dans ton gym. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.